Merci beaucoup à tous d'être là, puis merci à Timothée Poiseau d'animer ce webinaire. Donc, bienvenue au webinaire collaboration et outils utiles. Pardon. Donc, c'est le dernier webinaire de la formation du randonnée, mais un webinaire qui est bien sûr ouvert à toute la communauté Ivado. Donc, un grand merci encore au professeur Timothée Poiseau que je vais présenter avant de lui laisser la parole pour son webinaire. Donc, Timothée Poiseau est professeur agrégé au département de sciences biologiques de l'Université de Montréal et il est aussi chercheur au Centre de sciences de la biodiversité du Québec. Il mène actuellement une étude en fait internationale sur les calculs des risques d'une prochaine pandémie. Et quelques questions de recherche qu'il traite sont donc comment la variation spatio-temporelle des interactions biotiques contribue à la distribution spatiale des propriétés écosystémiques. Comment intégrer la variabilité des interactions dans les approches de conservation et de gestion, notamment du risque infectieux, et comment intégrer différents domaines de l'écologie pour développer des méthodes numériques permettant de prédire la structure des interactions entre espèces, sachant que les observations empiriques sont difficiles, coûteuses et rares. Donc, je vais lui laisser la parole pour son webinaire. Merci Oriane. Je vais partager mon écran. Parfait. Est-ce que vous voyez bien? Oui, on voit bien. Excellent. OK. Ben, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait très plaisir. Et je voulais prendre un petit peu de temps pour vous parler de ce principe qui s'appelle Work Open, Lead Open, qui est souvent abrégé WOLO, qui a été développé en partie par la Mozilla Science Foundation. Et l'objectif, c'était de faire en sorte que les projets collaboratifs, notamment les projets techniques, soient gérés de la façon la plus efficace possible. Et c'est une approche de travail qui est pertinente pour n'importe quel type de projet et qui va nous demander d'avoir une discussion sur le leadership. Donc, il faut qu'on parle de leadership aujourd'hui. C'est important pour tout le monde dans le paysage de la recherche au Canada, parce que c'est des premières choses qu'on nous demande de justifier quand on applique à du financement. C'est une des choses qu'on nous demande d'évaluer chez les étudiants aussi. Et ce qui m'a toujours frustré dans cet exercice, c'est que on n'a pas forcément de définition de ce que c'est le leadership. En ayant été sur des comités d'évaluation de dossiers d'étudiants gradués, il y avait autant de définitions de leadership qu'il y avait d'étudiants qui écrivaient leur section voilà mes activités de leadership. Puis il y avait autant de définitions de leadership que les évaluateurs qui disaient un petit peu ce qu'ils voulaient là-dedans. Donc, c'est important d'essayer d'arriver avec une définition de leadership. Et donc, ce qu'on va faire dans la première partie, c'est de définir ce terme, de commencer par définir ce que ça ne veut pas dire, ce que ça veut dire, et puis après s'intéresser à une variation très spécifique du leadership qui s'appelle le open leadership. Toutes les ressources dont vous avez besoin pour vraiment comprendre les principes du open leadership, c'est en gros ces quatre sites web. Il y en a un peu. Open Organization a toute une page avec les définitions, les rôles, les actions de qu'est-ce que ça veut dire le open leadership, c'est quoi les conséquences. À l'échelle d'une organisation, c'est à une échelle beaucoup plus large qu'un projet. Les ressources pédagogiques qui ont été développées par Mozilla, c'est le Open Leadership Framework et le cours Open Leadership. Là, il y a une formation continue, puis il y a des cours que vous pouvez suivre. Il y a énormément de ressources, des capsules vidéo, c'est plusieurs heures de matériel. Donc, ce que je vais vous présenter là, évidemment, c'est le 5% le plus important. Et le Contributor Covenant, c'est quelque chose sur lequel on va revenir tout à la fin de la présentation, quand on va parler de construire une communauté. Avant de commencer, je voudrais établir ce que le leadership n'est pas. Donc, le leadership, ce n'est pas quelque chose qui vient avec l'autorité. Ce n'est pas parce qu'on est dans une position d'autorité dans un projet qu'on a du leadership. Ce n'est pas parce qu'on est plus senior, qu'on est plus avancé ou qu'on a plus d'accomplissement technique dans le cadre d'une équipe, d'une organisation qu'on a nécessairement du leadership. Et ce n'est pas non plus quelque chose qui vient avec une position hiérarchique. Le point commun à ces trois choses-là, autorité, seniorité, hiérarchie, c'est que c'est des choses qui sont passives, c'est des choses qui sont structurelles. Et le leadership, ça ne peut pas découler de votre position dans l'organigramme
d'un projet, d'une équipe ou d'une organisation. Ce n'est pas défini par des choses qui sont des choses passives. Le leadership, c'est pas non plus, on le voit beaucoup malheureusement, c'est pas de dire: «C'est moi qui décide, c'est moi qui prends les décisions, c'est moi qui suis en charge de ça» ou «On va faire comme j'ai décidé, c'est comme ça que le projet va se passer». Ça, c'est des comportements qui sont hyper toxiques et qui, dans le cadre d'un projet, peuvent avoir des conséquences très néfastes. C'est-à-dire que vous allez désengager votre équipe, vous allez désengager vos contributeurs et ça, c'est vraiment l'opposé de ce qu'on veut accomplir avec du leadership qui est correct, qui est efficace. Donc le leadership, c'est quoi? C'est 3 choses. Le leadership, c'est une action, c'est actif et c'est continu. C'est quelque chose qui a une temporalité. On commence un rôle de leadership à un moment et puis on peut choisir d'arrêter ce rôle de leadership à un autre moment. Il y a plein de raisons pour ça, mais le leadership, c'est quelque chose qu'on fait. C'est pas une position qu'on reçoit, c'est pas un titre. Voilà. C'est basé sur le fait d'accomplir certains rôles. Hem, il y a des choses spécifiques qu'on doit faire pour avoir du leadership. Je vais passer au travers après et si on a des personnes qui accomplissent ces rôles-là se trouvent dans une position, de leadership. Mais surtout, ce qui est très important, c'est que c'est un engagement, un commitment, c'est quelque chose d'actif et on prend un engagement par rapport au projet, par rapport à ce qu'on veut accomplir, mais aussi par rapport à la communauté qui existe autour du projet, autour de la tâche, autour de l'organisation, c'est-à-dire des personnes qui vont accomplir, hem, le projet. Donc pour dire ça autrement, le leadership, c'est une série de services qu'on rend à une communauté en faisant partie de cette communauté. C'est pas quelque chose qu'on va faire en étant extérieur. C'est le leadership, ça vient de l'intérieur de la communauté et c'est se mettre au service de l'objectif, de la mission, de la vision, des valeurs de cette communauté. Ce n'est pas quelque chose qui découle de critères qui sont passifs, comme où est-ce que vous vous trouvez dans l'organigramme, mais c'est quelque chose qu'on fait en posant des actions et c'est souvent des actions de service. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une définition de ce que c'est le leadership? Déjà, comme je mentionnais en introduction, vous allez avoir besoin de justifier de votre leadership à chaque fois que vous allez préparer une demande de financement, à chaque fois que vous allez présenter une demande de fellowship pour les postdocs, c'est extrêmement important. Et si vous êtes capable d'articuler une définition de leadership et de montrer comment vous répondez à ces critères, vous partez avec un avantage qui est énorme. Ça, c'est la justification individuelle. À l'échelle du projet, à l'échelle de n'importe quel travail, à l'échelle de n'importe quelle structure, la raison pour laquelle le leadership est que c'est extrêmement important, c'est que la mauvaise structure de leadership va couler votre projet beaucoup plus rapidement que le mauvais choix technique. Je peux vous parler de ça avec énormément d'expertise parce que des mauvais choix techniques, j'en fais 10 fois par jour et c'est pas grave, les projets ont toujours récupéré. Par contre, des projets qui avaient le mauvais leadership ou pour lesquels il n'y avait pas de leadership, ce qui est pire, pas forcément, heu, qui ont été irrécupérables à cause de ça, j'en ai vu plusieurs. Et ça peut paraître un peu paradoxal quand on fait des choses qui sont, on fait des data science, des choses un peu compliquées, c'est-à-dire le choix technique, il faut vraiment faire le meilleur, puis c'est notre priorité, c'est d'avoir le produit le plus fiable, le plus efficace, le plus cutting edge, tout ça. Oui, c'est vrai, mais pour faire ça, on a besoin d'avoir, une structure de leadership qui est adéquate. Pourquoi? La raison est extrêmement simple, c'est que du code, s'il est mal écrit, on peut le retravailler, on peut le refactoriser, on peut le débugger, on peut réparer un objet technique. C'est jamais foutu au point qu'on doive tout abandonner. Par contre, les relations de confiance que vous allez avoir avec les gens qui travaillent avec vous, le fait qu'ils vous fassent confiance pour avoir un rôle de leadership, le fait qu'ils aient envie de travailler avec vous pour finir ce projet, si ces relations-là, elles sont, brisées, c'est extrêmement difficile de les réparer. Donc quand vous avez vos choix à faire, c'est quoi notre priorité au début d'un travail? La priorité numéro un, ça devrait être d'avoir une discussion sur quel genre de leadership on va avoir, qui va s'impliquer, comment. Puis il y a des outils pour ça dont je vais vous parler pendant le reste, de la présentation.
Vous pouvez faire les meilleurs choix techniques si vous n'arrivez pas à avoir des gens pour travailler avec vous et vous aider à accomplir cette vision et accomplir ces objectifs, ça va être beaucoup plus difficile de travailler. Donc, l'importance dans le fait d'avoir un bon leadership, c'est que ça vous permet de maintenir une communauté qui est engagée dans le projet sur lequel vous travaillez. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le leadership est défini en général par une série d'actions, une série de choses qu'on fait. Et puis, spécifiquement, plus on s'approche d'une définition de open leadership, plus il y a 5 piliers qui ressortent en général. Et le premier, c'est qu'une personne qui montre du leadership va être capable d'établir une vision, va être capable d'établir la vision du projet, la vision collective. Où est-ce qu'on veut se rendre? C'est quoi notre objectif? Où est-ce qu'on s'imagine à la fin du projet? Comment est-ce qu'on va déterminer ce que c'est que le succès de ce travail? Ça, c'est clairement du travail de leadership. Donc, être capable d'établir cette vision, c'est le premier élément. Ça demande d'avoir de la perspective, ça demande d'avoir du recul, et ça demande de ne pas foncer sur les réponses qui sont évidentes, mais établir la vision, c'est le premier travail. Le travail qui vient immédiatement après, c'est de clarifier les valeurs de l'équipe. Puis ça, il n'y a pas de valeurs universelles pour faire travailler un groupe de personnes ensemble, mais ça va être de déterminer quel type de comportement, quel type d'interaction, quel type de contrat social on veut établir entre nous quand on est en train de travailler sur ce projet. Ça, c'est du travail de leadership extrêmement important parce que ça fait en sorte que ce qui est attendu de chaque personne dans la façon dont on va se comporter entre nous est extrêmement clair. Ça ne veut pas dire qu'il faut en parler une fois et puis considérer que c'est acquis, c'est jamais acquis. Mais le travail de leadership, ça va être de se reposer la question, est-ce que c'est ça nos valeurs? Est-ce que nos valeurs, elles ont changé? Est-ce que ce qu'on s'apprête à faire, c'est compatible avec nos valeurs? Est-ce que c'est comme ça qu'on a envie, est-ce que c'est l'image qu'on a envie de projeter euh, aux autres? Le troisième pilier, c'est de réussir à faire prendre la sauce d'une certaine manière entre les gens qui travaillent ensemble. Il faut connecter et unifier l'équipe. Ça peut être une petite équipe, ça peut être une grande équipe, peu importe, mais il faut que tout le monde ait compris la vision, ait compris le comportement qu'on va avoir pour atteindre cette vision et que maintenant tout le monde s'engage à travailler ensemble. Il faut gérer des personnes et c'est un des composants principaux. Au passage, ils ne sont pas listés dans un ordre qui est aléatoire. Ils sont listés par ordre de priorité, on va dire. Par ordre de qu'est-ce qui est le plus important à faire en premier, la vision, ensuite les valeurs, ensuite les connexions entre les gens. Ça, c'est ce qui va vous permettre de démarrer votre projet et de passer le cap des premiers moments. Les tâches de leadership qui restent par la suite, c'est de s'assurer de maintenir le momentum. Une fois que le projet a démarré, souvent, ce qu'on voit, c'est que c'est facile de se rendre à 50%, ça marche assez bien, puis après, il faut finir. Et là, il va falloir trouver différentes stratégies pour motiver vos personnes à finir. Ou pour des projets qui n'ont pas de date de fin et qui sont des projets qui existent en continu, il faut s'assurer qu'il y ait toujours des contributions qui arrivent et que le projet ne soit pas abandonné. Et le dernier point, la dernière tâche qu'il y a à accomplir, c'est un travail de mentorat et un travail de empowerment, comme on dit en anglais. Il faut que les personnes se sentent capables de contribuer à l'ensemble du projet. Je ne vais pas vous donner la conclusion de ces 5 points faits ensemble tout de suite. Ce sera un des messages à la fin de la présentation. Mais en gros, le plan de match de quelqu'un qui veut montrer du leadership dans le cadre d'un projet, c'est de passer au travers de ces 5 actions. Chaque item sur cette liste est vraiment écrit, aussi pas au hasard, comme étant un verbe d'action. Il faut établir une vision, il faut connecter des gens, il faut faire du mentorat. Et donc, tout ça, ça montre qu'il faut agir. Vous n'êtes pas obligé de faire les 5. Il n'y a pas nécessairement... Il ne faut pas nécessairement avoir l'idée qu'il y a une seule personne qui va porter sur ses épaules la charge de l'ensemble du leadership d'un groupe, d'un projet. Souvent, ce qu'on aime, c'est distribuer ce travail-là, juste parce que c'est du travail qui est demandant. C'est du travail qui demande des interactions avec les gens. On parle de valeurs, on parle des fois de conflits de personnalité ou de gérer des choses émotionnelles.
Et on ne peut pas nécessairement s'attendre à ce qu'une seule personne porte la responsabilité complète du leadership. Et de montrer du leadership, c'est d'identifier un point sur cette liste et de dire, OK, dans le cadre de ce projet, dans le contexte actuel, je suis capable de faire ça. Et voilà à quoi je vais travailler au service de la communauté des utilisateurs et des contributeurs. Quand est-ce que le leadership devient ouvert? C'est une distinction qui est vraiment importante parce que tout ce qui était présenté jusqu'à présent comme étant une définition du leadership, ça peut s'appliquer dans un projet qui se passe dans une pièce qui est fermée, puis personne n'a le droit de rentrer, puis personne ne peut voir ce qui se passe à l'intérieur. Okay? On est en train de gérer un groupe de personnes pour faire quelque chose, ce n'est pas nécessairement ouvert. La différence entre du leadership et du leadership qui est ouvert, c'est deux points qui ont l'air très simples, qui en fait rajoutent énormément de travail. C'est vraiment beaucoup plus d'efforts. Et le point numéro un, c'est d'avoir ce qu'on appelle des itinéraires de contribution. Comment est-ce qu'on fait quand on a une personne qui se tient à l'extérieur du projet et qui voudrait faire une contribution? Est-ce qu'on a rendu le travail facile pour cette personne-là? Est-ce qu'on a des listes de choses en disant, si tu veux contribuer au projet, voilà ce qui est faisable. Voilà les compétences qu'on aimerait avoir, voilà les compétences attendues, voilà comment on travaille. Est-ce que quelqu'un qui arrive est capable de savoir concrètement quelles sont les premières étapes de sa première contribution au projet? Ça, c'est une conséquence du deuxième point. C'est une conséquence directe du fait qu'on va construire des projets à la fois dans leur conception, mais aussi dans leur construction au jour le jour, pour une communauté. On va identifier une communauté. Je vais vous présenter un outil qui s'appelle le Open Canvas pour faire ça, qui est très, très efficace. Et l'ensemble des décisions qu'on va faire se font pour cette communauté. Pour atteindre ces objectifs, en général, dans les définitions de Open Leadership, ce qu'on aime faire, c'est dire qu'il faut construire pour trois choses, trois besoins. Premier besoin à l'échelle vraiment micro, à l'échelle très très fine, dans les détails, c'est qu'il faut que le projet soit conçu pour la compréhension. Les personnes qui travaillent dessus doivent pouvoir comprendre ce qui se passe. Ça prend énormément de formes différentes. Par exemple, l'exemple que je donne toujours, si on est en train d'écrire du code, on est en train d'écrire un pipeline d'analyse, on va passer du temps à écrire de la documentation. Pourquoi? Parce que ça permet aux personnes qui vont arriver après, soit aux personnes qui vont arriver après, soit à nous dans le futur, quand on va se replonger là-dedans, de comprendre ce qui s'est passé. Donc, on n'a pas besoin d'avoir une personne qui agit comme détenteur du savoir sur ce projet-là. On a un projet qui est conçu pour être compréhensible par n'importe quelle personne qui arrive de l'extérieur. À l'échelle intermédiaire, l'échelle méso, il faut concevoir des projets qui vont être partagés. Donc, on part du principe, par défaut, que le projet tel qu'on va le construire, son objectif, c'est d'être ouvert au monde à un moment dans son cycle de vie. Ça peut être dès le début, ça peut être plus tard. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il faut s'assurer qu'on a suivi des bonnes pratiques pour que le projet soit utilisable. Donc, ce n'est pas seulement le partager euh, en termes de passer sur une licence qui est ouverte. C'est le partager dans le sens de le mettre dans les mains d'utilisateurs et s'assurer qu'il y ait des personnes qui travaillent avec. Et donc, on veut leur faciliter la tâche. On veut faciliter le travail de ces personnes-là. Et ce que ça veut dire, c'est que les décisions qu'on va prendre en termes de c'est quoi l'envergure du projet, c'est quoi le mandat qu'on s'est fixé, ça va devoir répondre au fait qu'à un moment, on va prendre ce projet-là et on va le partager avec des gens. Ce que ça veut dire aussi, c'est qu'il va y avoir des rétroactions. Si on donne un projet à quelqu'un, on va recevoir des commentaires. Si vous développez un package, vous allez avoir par exemple des rapports de bugs. Vous disant, hey, je me suis servi de ce que tu as fait et il y a quelque chose que je ne comprends pas ou il y a quelque chose que ça marche mal. Et ça, c'est un bon signe. C'est un signe que vous avez une communauté d'utilisateurs qui a répondu au fait que vous avez partagé votre projet. Le troisième point, le point vraiment le plus macro et qui n'est pas un point technique autant que c'est un point de valeur de la communauté, c'est qu'on veut que les projets soient conçus pour la participation et pour l'inclusion. Donc, il faut vraiment partir du principe que toute personne susceptible d'interagir avec votre projet
et un contributeur potentiel. Et pour ça, il faut minimiser les barrières, pas seulement à l'accès au projet. On a fait ça quand on l'a conçu pour la compréhension et qu'on l'a conçu pour le partage, mais les barrières à la participation et les barrières à l'inclusion. Donc ça, il y a énormément de littérature. Je ne vais pas rentrer dedans. Si vous allez sur les sites internet qui étaient mentionnés sur la première diapo, vous allez avoir des pages et des pages, et des capsules vidéo, et des ressources pour ça. Mais il faut concevoir le projet pour maximiser la participation et l'inclusion. Dans l'objectif de répondre à ces besoins de conception du projet, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en pratique, on peut faire ça dans une sorte de cycle vertueux en 3 étapes. L'étape numéro 1, c'est la conception, le design. L'étape numéro 2, c'est la construction. Et puis l'étape numéro 3, c'est d'équiper les contributeurs. Quand on est en train de faire la conception du projet, ça, on va y revenir quand on va parler du Canva pour déterminer qui est notre communauté. Les 2 choses principales à prendre en compte, c'est les besoins et les capacités. Donc ça demande de faire une évaluation de quels sont nos besoins pour arriver à atteindre les objectifs de succès qu'on s'est déterminés, ou qui nous ont été déterminés. Ce n'est pas vous qui avez la liberté de les choisir. De quoi on a besoin? C'est quoi les moyens matériels? C'est quoi les compétences? C'est quoi les moyens humains? Et dans notre équipe, qu'est-ce qu'on est capable de faire? Quelles sont nos capacités? Qu'est-ce qu'on a comme ressources qui fonctionnent pour nous? Est-ce qu'il y a une correspondance entre les deux? Si vous avez plus de capacités que de besoins, très bien. Si vous avez moins de capacités que de besoins, ben là, vous allez avoir une motivation pour aller construire votre communauté et aller chercher ces compétences spécifiques. L'étape suivante, une fois que vous avez décidé sur OK, on a toutes les compétences qui répondent à nos besoins, on va pouvoir commencer à construire quelque chose. L'important, c'est que cette construction, elle se fasse dans le cadre de systèmes qui favorisent l'utilisation. Que ce soit dans la façon dont on interagit entre membres de l'équipe ou que ce soit en utilisant des outils techniques qui soient utilisables, c'est extrêmement important que tout le monde puisse avoir accès. En fait, en travaillant comme ça, c'est présenté comme il faut que le projet soit utilisable. Plus le projet est largement utilisable, plus les barrières à la contribution sont faibles et donc plus vous allez attirer de contributions sur votre projet. Le dernier point, c'est que dans une perspective de leadership ouvert, le travail principal, ça va être d'aider vos contributeurs à penser au travail qu'ils ont fait dans le cadre du projet comme étant le leur et pas le vôtre, dans le sens pas le travail de l'équipe. C'est un changement qui est extrêmement important parce qu'on n'est pas du tout dans le même état d'esprit si on travaille sur le projet de quelqu'un d'autre. On est prêt à faire une contribution, mais on sent aucun ownership de ce travail. Que si on est en train de faire une contribution sur un projet dans lequel on se sent vraiment impliqué. Puis la question, c'est ce projet-là auquel je contribue, est-ce que je me sens comme un membre de la communauté? Est-ce que j'ai un sentiment d'appartenance ou pas? Et puis, une des tâches dans un rôle de leadership, ça va être d'aider les contributeurs à commencer à penser comme ça. Il n'y a pas de recette miracle, encore une fois, ça veut dire qu'il faut aller parler avec les gens, il faut échanger avec, et il faut comprendre s'ils ont envie de faire partie de cette communauté, ou est-ce que c'est une contribution qu'ils font une fois comme ça, et puis ensuite ils vont aller voir ailleurs. Et il faut respecter ce choix, mais si vous avez quelqu'un qui est prêt à s'impliquer de manière plus soutenue dans ce que vous êtes en train de faire, votre travail, c'est de sécuriser cette personne et de lui donner un sentiment d'appartenance. Rien dans tout ça, rien du tout, ne demande d'avoir la moindre compétence technique. Okay. Même si on fait un projet de data science, même si on est en train de concevoir un package pour votre langage de programmation préféré, vous êtes en train de développer un site web ou une base de données, les compétences que vous allez mettre en œuvre pour ça, vos compétences techniques, vos compétences théoriques, ce n'est pas ça qui va vous permettre de prendre un rôle de leadership. Les compétences qu'on utilise pour avoir du leadership, c'est les compétences, ce qu'on appelle les compétences transversales, les soft skills. Et c'est fait exprès, en fait. Parce que ce qu'on veut aussi, c'est assurer que des personnes qui ne soient pas nécessairement les leaders d'un point de vue technique
puisse avoir des rôles de leadership. Puisque le travail de leadership, c'est du travail de prendre soin de sa communauté, identifier les besoins de sa communauté, et c'est complètement différent que de créer un produit technique. Dans la majorité des cas, euh, c'est les mêmes personnes qui vont être impliquées, puisque les personnes qui sont très avancées techniquement, elles tiennent vraiment au projet, puis elles vont aussi vouloir prendre soin de la communauté. Mais sans rentrer dans des exemples spécifiques, il y a eu plusieurs exemples récemment de communautés autour de langages de programmation, autour de logiciels qui ont explosé, simplement parce que le groupe de leadership n'était pas en train de faire son travail. Et il y a eu, par exemple, des résignations en masse de membres de la communauté qui ont dit ben, on tenait au projet, le leadership est devenu tellement mauvais que on n'a plus envie de travailler sur ce projet qui nous tenait à cœur. Techniquement, la qualité du projet, elle n'a pas changé. Et le projet est toujours aussi... ces projets-là, en particulier, sont toujours aussi bons. Il n'y a pas eu de changement dans la qualité des contributions techniques. Mais simplement, il y a eu un changement qui s'est fait, qui est la communauté autour de ce projet-là. Ce n'est pas forcément un espace dans lequel on a évolué. Ça aurait été un problème ils ont shippé un build de leur projet qui ne marche pas, ça aurait pris quelques semaines, quelques mois pour rétablir leur crédibilité, ça arrive à tout le monde. Mais le coût en termes de perception d'un projet, quand il y a une désintégration de la communauté autour de ça, il est énorme. C'est vrai pour des très grands projets, des trucs qui attirent des milliers de contributions de tout le monde chaque mois. C'est vrai aussi dans des petits projets. Okay. Si vous avez un problème de leadership tellement grave que les membres de votre communauté se désinvestissent et sentent plus de sentiment d'appartenance et ont envie de quitter votre projet, votre projet essentiellement, il est foutu, c'est la fin. Et c'est ça qu'on veut éviter en ayant des pratiques de leadership qui soient inclusives et ouvertes. Pour que tout le monde soit d'accord, une chose qui est extrêmement utile, c'est d'utiliser 3 outils. Puis l'avantage, c'est que ces outils-là, ils sont super simples. Si vous faites la formation Open Leadership de Mozilla Open Leaders, vous allez passer les probablement 12 premières heures de la formation sur ces 3 choses-là, juste parce que ça vous évite énormément de problèmes. Puis les 3 choses qu'on veut voir dans un projet, les 3 choses que je cherche dans un projet pour voir, c'est est-ce qu'il y a eu un Canva? Puis ça, le Canva, en général, c'est pas un document qui est public. C'est un document qui est interne, mais s'il y en a eu un, on est capable de voir les indices que ça a été réfléchi comme ça. Est-ce qu'il y a un README? Est-ce qu'il y a une présentation du projet qui est claire, qui est convaincante et qui m'explique comment je vais pouvoir faire une contribution? Et est-ce qu'il y a une roadmap? Est-ce qu'il y a une feuille de route? Est-ce qu'il y a des échéanciers? Est-ce qu'il y a de la gestion de projet derrière? Ou est-ce que c'est juste un truc qui est balancé quelque part sur GitHub et on n'arrive pas à identifier les directions? Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas si vous n'arrivez pas à identifier tout ça. Ça veut dire que les personnes qui s'occupent du projet n'ont pas déterminé qu'il était nécessaire de les partager avec le reste du monde. Et peut-être que ce que ça veut dire, c'est on sait ce qu'on va faire et on n'est pas à la recherche de manière active de nouvelles contributions. Donc le fait qu'il n'y ait pas de README, pas de roadmap, ça ne veut pas dire que le projet il est mal géré, ça veut dire qu'il est géré d'une manière qui n'est pas nécessairement ouverte. Et du coup, se poser la question de est-ce que les contributions sont acceptées ou non. Commençons par le Canva. Le Canva, c'est votre document le plus important. J'en ai rempli des dizaines pour des projets qui étaient aussi grands que des demandes de financement sur une période de 8 ans, ou pour je voudrais écrire un papier, qu'est-ce que j'écris, à quoi ça va ressembler, et c'est vraiment un outil qui est extrêmement, extrêmement utile. Pour faire un Canva, c'est votre document que vous remplissez tout seul avec une tasse de thé, de café, un verre d'eau, ce que vous voulez, quand vous êtes en train de réfléchir à pourquoi est-ce que je m'apprête à faire ce que je vais faire. C'est quoi la motivation que je vais avoir à faire ça? Et la beauté d'avoir un Canva comme ça, c'est qu'il y a juste 8-9 cases à remplir. Ça va assez vite dans l'absolu, mais ça va être quelque chose que vous allez pouvoir garder à proximité, à portée de main, et qui vous donne une vision d'ensemble de ce que vous faites. Le Canva, il est divisé en 3.
La première partie, et c'est celle que vous remplissez en premier, il y a une chronologie dans les différentes, une séquence dans les cases, c'est de définir votre produit. Qu'est-ce que vous allez faire? Personne se lève le matin en disant: «Aujourd'hui, j'ai envie d'écrire un package. Je sens qu'aujourd'hui, il faut que j'écrive 3000 lignes de code pour faire un truc, je ne sais pas quoi, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas qui va s'en servir, mais j'ai envie de faire ça». Hem, c'est pas nécessairement la façon la plus utile de travailler. La façon utile de travailler, c'est de dire: «OK, il y a ce problème spécifique que j'ai besoin de régler». Pour vous donner un exemple, dans le cadre d'un des projets qu'on a fait récemment, on avait besoin de nettoyer des noms d'espèces, des noms scientifiques. Puis les noms scientifiques des espèces peuvent devenir compliqués et puis à la fin, c'est quelqu'un qui les tape sur le clavier de son ordinateur, qui est fatigué parce que il a passé sa journée au laboratoire et qui va oublier une lettre, qui va en inverser 2 ou qui va oublier un espace, quelque chose comme ça. Ça veut dire qu'il faut les nettoyer. Quand on en a 150, ça va. Quand on en a 5 millions, c'est pas mal plus long de le faire à la main. Donc le problème qu'on avait, c'est comment est-ce qu'on va, nettoyer de manière automatique, hem, 5 millions de noms d'espèces, 3 fois par jour, parce qu'on avait besoin d'avoir une assez forte, vélocité sur ce projet. À partir de ça c'est notre point de départ, notre motivation. On va commencer à réfléchir en termes de solutions. OK. Ce qu'on va faire, c'est que, ben, on va utiliser, des méthodes de text matching pour aller chercher les noms d'espèces les plus proches dans des bases de données de référence. OK. Une fois qu'on a fait ça, on se pose la question de c'est quoi nos métriques? Quand est-ce qu'on a réussi à développer un produit qui répond à nos besoins? Donc là, ce qu'on voulait, par exemple, c'est, OK, on veut que 99 de notre, 99 de précision sur notre reconstruction des noms d'espèces. Donc on est prêt à faire des erreurs, mais on ne veut pas qu'il y ait plus que 1 d'erreurs. De quoi on a besoin pour faire ça? De quoi on a besoin? Bah, est-ce qu'on a accès aux données? Est-ce qu'on a accès à l'infrastructure? Est-ce que c'est très difficile à faire en termes de temps de calcul? Est-ce que les langages de programmation, les écosystèmes de programmation qu'on utilise ont tous les outils pour faire ça? Ça, c'est une réflexion préliminaire qui est extrêmement importante, mais une fois que vous l'avez faite, vous allez pouvoir convaincre les autres personnes de la faisabilité du projet. Ça, c'est important parce que vous demandez essentiellement aux membres de votre communauté de passer du temps à travailler sur votre projet quand vous êtes dans une position de leadership. Et la première question que les gens vont se poser, c'est: est-ce que c'est faisable? Est-ce que ça va quelque part? Et si vous êtes capable d'identifier le problème, le pourquoi, la solution, le comment, euh, ce que vous définissez comme étant le succès et ce dont vous avez besoin, vous avez un argument qui est beaucoup plus fort pour la crédibilité et la faisabilité. Ça, au passage, la faisabilité du projet, c'est quelque chose qu'on demande de remplir dans n'importe quelle demande de subvention. Donc, si vous êtes capable d'articuler problème, solution, métrique, ressources, vous avez fait une grosse partie du travail pour développer votre argumentaire. Ça, c'est la partie technique. La deuxième partie du canevas, c'est votre communauté. Donc, la communauté, il y a 3 niveaux là-dedans. Le premier niveau, c'est qu'est-ce qui les attire? C'est quoi la proposition de valeur unique que vous êtes en train de faire? Donc nous, pour reprendre notre exemple de nettoyage de noms d'espèces, notre proposition de valeur unique qu'on avait, c'est qu'on voulait être 500 fois plus rapide que les autres solutions parce qu'on avait beaucoup plus de données. Et puis, on avait des mécanismes pour attraper les erreurs les plus courantes et donc on retournait des résultats qui avaient une très, très grande fiabilité pour nos utilisateurs. Ça, c'était notre proposition. Les points qui viennent en dessous de ça, c'est qui sont vos utilisateurs? Qui est-ce qui va utiliser le produit que vous avez construit? Mais aussi, qui est-ce qui va contribuer à construire ce produit-là? Donc, les profils des utilisateurs et les profils des contributeurs ne sont pas forcément les mêmes. Dans l'absolu, en fait, on s'attend à ce qu'ils soient très différents. Vos contributeurs vont avoir une expertise plus technique et puis vos utilisateurs ne vont pas nécessairement avoir une expertise technique. Imaginez que vous avez des données, puis vous voulez faire des visualisations interactives pour les mettre sur un site web. Mais vos contributeurs, c'est des gens qui vont avoir de l'expérience développement web et de l'expérience spécifique sur le domaine couvert par vos données. Vos utilisateurs, c'est des parties prenantes qui vont consulter ça pour prendre de l'information, qui ne connaissent pas forcément, qui ne connaissent rien aux bases de données relationnelles, qui n'ont pas besoin de ces compétences-là. Une fois que vous avez défini la différence entre un utilisateur puis un contributeur, ce qu'il faut déterminer, c'est comment ils communiquent. Donc, quels sont les moyens de communication qu'ils vont avoir entre eux et pour le projet. Puis là,
c'est les moyens habituels. Est-ce que c'est des courriels? Est-ce que c'est une liste de diffusion? Est-ce que c'est Discord? Est-ce que c'est Slack? Est-ce que ça se passe par GitHub? Qui a accès à quoi? Est-ce qu'il y a des contraintes sur la confidentialité, etc., etc. C'est propre à chaque projet, mais c'est indispensable de le faire. Vous remarquerez que dans le Canva, les cases ont des tailles différentes. Puis, c'est une sorte d'indication du temps que vous devriez passer dessus, en fait. C'est ça que j'aime bien avec cette idée-là. C'est qu'est-ce qui est très, très, très important de définir clairement. Le problème, les ressources, la proposition unique de valeur et ensuite les profils des utilisateurs. La solution spécifique, les métriques de succès, les moyens de communication, c'est des choses qui sont un petit peu plus adaptables. Vous allez pouvoir les changer pendant la durée de vie de vos projets, mais l'identité de ce que vous voulez faire, c'est important que ce soit fixé. Et du coup, il y a plus de place pour écrire. Écrivez plus de choses là-dedans, quand vous allez remplir votre Canva. La troisième compartiment du Canva, je sais qu'on a déjà passé au travers de tout ça, mais c'est important de réaliser qu'on l'a assemblé quand on a réfléchi à notre produit et à notre communauté. C'est notre groupe actif de contributeurs. Puis c'est là que les rôles de leadership deviennent importants. Qui va faire la contribution? C'est toujours notre profil de contributeur. Comment est-ce qu'ils communiquent? Comment est-ce qu'on s'assure qu'ils soient connectés et qu'ils travaillent de manière unifiée pour arriver à se rendre à la vision qu'on a du projet? Et est-ce que les ressources qui sont disponibles suffisent à supporter le travail de ces contributeurs? Donc, le bas de votre canvas, là, le bas de votre canvas, c'est vraiment ce que vous allez devoir surveiller au jour le jour pour vous assurer que la communauté qui existe autour de ce projet, elle fonctionne. Ça, c'est de sorte de choisissez votre propre aventure. Comment est-ce qu'on se rend du problème jusqu'à la fin du Canva? Il y a différents chemins. C'est la version que moi, je l'ai remplie en général dans cet ordre-là. La version qui est sur le site web de Mozilla Open Leadership est un petit peu différente dans l'ordre de remplissage. Mais globalement, on commence toujours par le problème. On finit à peu près toujours par les moyens de communication. Puis l'idée, c'est que chaque décision qu'on prend qui arrive après l'identification du problème, c'est au service de la résolution du problème qu'on a identifié. La deuxième chose qu'il nous faut, le Canva, au passage, ce n'est pas quelque chose que vous allez nécessairement partager. Vous pouvez, si vous le voulez. Il y a des projets qui le font, mais c'est un document pour vous. Okay, c'est votre mood board de projet. Là, vous l'affichez sur le mur de votre bureau, votre chambre, votre table de cuisine, peu importe. Et quand vous avez une question sur votre projet, vous retournez à votre Canva. Et puis, régulièrement, faites un reality check de est-ce que ce qui est marqué sur le Canva, ça correspond toujours à la façon dont on travaille? Est-ce que le projet a évolué? Ce n'est pas un contrat, ce n'est pas quelque chose qu'on va... Non, on ne va pas faire ça parce que je ne l'ai pas mis dans le Canva quand j'ai commencé à réfléchir au projet il y a 3 ans. Pas du tout. C'est un document qui peut évoluer. Mais quand vous le regardez, ça doit vous donner une vision d'ensemble de c'est quoi mon produit, c'est quoi ma communauté et qui est-ce qui contribue à réaliser ce travail-là. La partie qui est à peu près nécessaire, parce qu'elle elle est dirigée vers le public, vers à peu près n'importe qui, c'est d'avoir un README. C'est d'avoir, pensez à la page d'accueil de votre site web. Si vous développez quelque chose sur GitHub, ça va littéralement être votre fichier README. Mais l'objectif du README, ça va être de présenter votre projet. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Et en fait, celui-là, il a été choisi dans ces diapos-là, et c'est aussi l'exemple qui est utilisé par Mozilla, pas au hasard, juste parce qu'il est extrêmement bien fait. Les premières informations que vous avez, c'est qu'est-ce qu'on fait et pourquoi, qui on est, de quoi on a besoin, comment est-ce que vous pouvez nous aider, voilà comment on communique. Et les deux derniers points, c'est plus d'informations et voilà le langage qu'on parle, le jargon dont vous avez besoin pour contribuer à ce projet-là. Donc, ce README, il continue encore. Il y a beaucoup de texte après. Mais si vous avez juste 15 secondes d'attention à lui donner, vous êtes capable de voir, OK, si je lis ce document à la fin, j'aurai une vision complète du projet. Et je sais ce que je vais pouvoir vérifier ce dont ils ont besoin. Si ça m'intéresse, je saurai comment faire pour m'impliquer et contribuer. Et ils ont des canaux de communication.
Et du coup, il y a vraiment un leadership qui est extrêmement réfléchi derrière ce projet-là. Euh, il y a, il y a d'autres façons de faire ça. Et on peut communiquer l'information de manière différente, mais là, ils ont vraiment mis ça très en avant en disant que l'objectif de ce document, c'est d'avoir un point central qui vous explique ce qu'on fait. Et ce n'est pas de l'information technique nécessairement, c'est un développement d'app, mais ils ne disent pas, voilà le stack qu'on utilise, voilà les technologies, vous devez connaître JavaScript, peu importe. Non, c'est voilà qui on est, voilà notre objectif, voilà notre vision, et si vous partagez cette vision, voilà ce que vous pouvez faire pour travailler avec nous. Ce n'est pas du tout la même approche, mais c'est un projet qui a réussi à attirer des tonnes de contributions comme ça, simplement parce que c'est très clair. Voilà ce qu'on veut faire. Si tu veux le faire avec nous, clique ici, on va t'expliquer comment devenir un contributeur. La dernière chose que votre projet doit avoir, puis c'est la raison pour laquelle, si vous êtes étudiant gradué, à chaque rencontre de comité, à chaque rencontre de comité aviseur, à chaque examen, assez souvent, à chaque demande de financement, on vous dit faites un échéancier. Ce qu'on a besoin d'avoir, c'est une feuille de route, une roadmap. Ça, c'est un exemple d'une roadmap qu'on avait fait dans un cours que je donne au cycle supérieur en biologie, où l'objectif, c'est que les étudiants ont 5 semaines pour écrire un article. C'est extrêmement court, okay? C'est extrêmement difficile et du coup, ça met énormément de pression pour qu'ils s'organisent très bien. Et le challenge, c'est que c'est eux qui prennent un rôle de leadership dans l'accomplissement de ce projet. Et l'objectif de votre feuille de route, c'est de répondre à 3 questions. La première étant de quoi on a besoin. Donc, on est toujours en train de penser aux ressources qui sont nécessaires. Qu'est-ce qu'il faut pour réussir? À quel moment est-ce qu'on en a besoin? C'est aussi extrêmement important parce qu'il y a toute une notion de temporalité sur les ressources. Imaginons qu'on ait besoin de faire des simulations qui soient très demandantes en termes de temps de calcul, mais on sait qu'il y a plusieurs étapes avant. Mais on sait, OK, cette ressource-là et les compétences qui vont avec, on en a besoin, mais c'est un objectif par un horizon de 3 semaines ou un horizon de 3 mois où on se voit là dans un an. On a besoin de changer de système de base de données parce qu'on a plus de données, mais ça, c'est dans les 2 prochaines années, donc ce n'est pas urgent. Versus, il y a un bug avec quelque chose, on a besoin de quelqu'un qui connaît ce package très bien et on en a besoin hier. Et ça, c'est des choses qu'on peut rajouter dans la feuille de route. Donc, c'est à la fois vos objectifs à long terme, votre bullet journal de votre projet que vous planifiez au début de l'année et puis qui va jusqu'à la fin du projet. Mais c'est quelque chose qui peut aussi s'adapter en cours de route. Puis le dernier point qui est très important, c'est que dans votre feuille de route, il doit y avoir, en face de chaque item, en face de chaque boîte que vous allez cocher, en face de chaque chose à faire, il doit y avoir un nom. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui se sente la responsabilité de faire une tâche particulière qui va permettre d'aboutir aux objectifs du projet. Et ça, si vous occupez une position de leadership à l'intérieur du projet, ça va vous permettre de vérifier quelque chose de très important. La première chose, c'est que tout le monde contribue en fonction des capacités et des habiletés qu'ils apportent. Si vous avez quelqu'un qui est très bon pour faire du design et des interfaces, assurez-vous que sur la roadmap, son nom revienne sur des tâches de design et d'interface. Si vous avez quelqu'un qui est extrêmement doué en communication, le nom de cette personne doit être sur des tâches de communication aussi. Ça, c'est le premier point. Vous voulez que les personnes se sentent valorisées en travaillant sur les choses qu'elles savent faire. C'est juste littéralement aussi simple que ça. Et le deuxième point, c'est que vous voulez vous assurer que le travail il soit distribué. De la même manière qu'on a dit, il n'y a pas d'obligation qu'une seule personne porte l'ensemble de la responsabilité du leadership d'un projet. Il n'y a pas non plus d'obligation qu'une seule personne fasse 90% du travail. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Ça peut être le cas par choix ou parce qu'il y a des moments dans le projet où il y a juste une sorte de chose à faire, il y a une personne qui sait faire ça. Mais ce que vous voulez vérifier, c'est que le travail de tout le monde soit réparti correctement et surtout que le travail de tout le monde respecte les impératifs de chacun. Tout le monde n'a pas le même temps à allouer à toutes les tâches. Et si votre contributeur qui a le moins de temps, vous lui demandez de faire le plus de travail, vous risquez de les épuiser et de les pousser hors du projet. Donc ça, c'est un document qui est extrêmement important. Et l'avantage que ça a, c'est que plus les projets deviennent complexes, plus votre feuille de route elle peut être granulaire.
Donc, quand on a fait une feuille de route pour écrire une revue de littérature en octobre 2020, apparemment, on avait une feuille de route qui était la structure générale du papier, on avait une feuille de route qui était chacune des sections, et on avait une feuille de route pour chaque paragraphe. Pourquoi? Parce qu'on était 35 auteurs et que le papier était extrêmement long, était beaucoup trop long, c'était une horreur. Euh, mais le fait d'avoir une feuille de route, paradoxalement, pour les 3 personnes qui avions assumé le leadership de ce projet, ça nous permettait de voir qu'est-ce qui avance pas. On va aller parler aux gens pour lesquels ça avance pas pour voir ce qui les bloque, est-ce que ça leur plaît le travail qu'ils ont choisi de faire, est-ce qu'il faut les réorganiser, est-ce qu'ils ont besoin de ressources supplémentaires. Et du coup, pour des projets qui sont extrêmement complexes, il n'y a aucune contre-indication, au contraire, à dire ben, cet item-là, c'est sa propre feuille de route spécifique et on va avoir une équipe qui va travailler spécifiquement là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est un choix que vous faites dans votre communauté. C'est de la norme que vous décidez d'établir. Il n'y a pas nécessairement de règles universelles. Si vous avez une feuille de route qui est très courte en disant premier semestre de cette année, je veux être rendu là, deuxième semestre, je vais être rendu là, troisième semestre, c'est bien. Si vous avez une feuille de route qui est semaine par semaine, c'est très bien aussi. L'important, c'est de se poser la question par rapport au type de contribution qu'on veut attirer, est-ce que cette structure de feuille de route, c'est la bonne? Puis vos utilisateurs et vos contributeurs, ils vont vous le dire si ce n'est pas la bonne de toute façon. Au final, pourquoi est-ce qu'on utilise tout ça et pourquoi est-ce qu'on s'assure que ce soit facile d'accès à un projet? C'est parce que le leadership ouvert, quand c'est bien fait, c'est rapidement autosuffisant. Vos utilisateurs, vos personnes qui sont à l'extérieur du projet, qui sont intéressées, vont savoir comment faire pour contribuer. Et puis après un certain niveau de contribution, les personnes qui vont être emballées par ce projet-là vont commencer à à accomplir des tâches de leadership. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une sorte un obstacle au début, qui est d'avoir suffisamment de momentum pour attirer ces contributions. Mais quand la construction de votre communauté, elle est bien faite, vous allez attirer des contributeurs qui vont euh, commencer à partager le travail de leadership avec vous. Selon la taille de votre public, selon l'envergure de votre projet, ce n'est pas forcément quelque chose qui est pertinent. Si vous avez 3 mois pour finir un projet de recherche, vous n'avez pas besoin que vos utilisateurs deviennent des leaders à l'intérieur de votre projet. Si vous avez quelque chose qui va durer pendant plusieurs années, ça devient beaucoup plus important. Puis un bon signal, c'est que si vous regardez les contributions dans un package, par exemple, il y a le nombre de contributions qui sont faites par les personnes à l'origine commence à diminuer, puis il y a des nouvelles personnes qui rentrent et qui commencent à réorienter, qui commencent à s'approprier le projet, et du coup, il y a une gestion beaucoup plus communautaire qui se met en place. Quand vous êtes rendu là, vous savez que vous avez fait votre travail de leadership ouvert. Ça peut prendre des années, mais ça devient autosuffisant. La chose dont on n'a pas parlé, c'est que tout ça, ça demande que votre communauté se sente en sécurité à l'intérieur du projet. Donc, si vous travaillez sur GitHub, maintenant, il y a un bouton automatiquement qui va vous permettre de créer un code de conduite. Donc, un des plus communs, c'est le Contributor Covenant, qui explique voilà ce qu'on attend en termes de comportement, en termes de règles de conduite et d'interaction entre les personnes à l'intérieur de ce groupe pour travailler dans ce projet. Et surtout qui explique les conséquences de ne pas respecter les valeurs à l'intérieur du projet. Rappelez-vous qu'une des tâches de leadership, c'est de vérifier que tout le monde adhère aux valeurs du projet. Puis les valeurs du projet, ça peut être on n'accepte pas la discrimination, on n'accepte pas certains types de comportements, certains types de remarques, etc. Et voilà ce qui va se passer si vous ne respectez pas les normes de la communauté. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des textes que que vous devez en fait vous approprier. Nous, on a écrit un pour le labo qu'on révise une fois par année ou qu'on révise quand il se passe quelque chose qui fait que, OK, on n'avait pas prévu cette situation, voilà comment on décide collectivement de la gérer. Et c'est des textes que vous pouvez adapter. Mais l'important, c'est que pour quelqu'un qui arrive de l'extérieur, on puisse avoir une vision de comment est-ce qu'on va être traité à l'intérieur de cette communauté. Puis là, de ne pas avoir de code de conduite, personnellement, c'est un de mes red flags principaux sur un projet.
Genre, si je mets le doigt là-dedans et que je commence à faire des contributions, j'ai aucune idée de comment ces personnes-là se comportent entre elles et se comportent avec les personnes de l'extérieur. Je n'ai pas de temps à perdre avec une communauté comme ça, alors que je sais qu'il y a des communautés qui sont extrêmement explicites sur leurs valeurs. Et c'est vraiment, vraiment extrêmement important. Si vous voulez construire des communautés diversifiées, vous avez besoin que vos contributeurs ils se sentent en sécurité. Pour que vos contributeurs se sentent en sécurité, vous avez besoin d'un code de conduite. Il y a des raisons pour lesquelles toutes les conférences scientifiques maintenant, ou presque, en ont. Il y a des raisons pour lesquelles de plus en plus de groupes de recherche en adoptent. Et ça va expliquer quelles sont les valeurs, quelles sont les normes et ce à quoi vous pouvez vous attendre. Pour vous laisser avec une définition assez simple de ce que c'est le leadership ouvert, c'est d'avoir la certitude que les personnes qui contribuent sont plus importantes que les contributions qu'ils vont faire. Donc, dans votre hiérarchie de l'importance de votre projet, la personne est au-dessus du produit. Je ne dis pas que c'est la seule façon de travailler ou que c'est la meilleure façon de travailler, mais si vous voulez avoir du leadership qui est ouvert, ça va être ça ça devrait être ça votre approche. Ça va être une décision à prendre entre est-ce que je fais travailler cette personne jusqu'à l'épuisement, mais le produit il sera parfait, ou on va sacrifier un peu de timeline ou un petit peu de fonctionnalité, mais les personnes de ma communauté vont rester se sentir respectées et sentir que leurs limites sont respectées. Ben, le choix de leadership ouvert, c'est évidemment le deuxième. On met les personnes avant les projets. Pour simplifier encore plus cette définition, si jamais vous voulez résumer ce que c'est que le leadership ouvert à un mot, c'est caring, prendre soin. Se prendre soin du projet, certes, on a une responsabilité quand on travaille sur quelque chose de respecter le produit qu'on va livrer à la fin, le produit qu'on conçoit. Mais c'est aussi et avant tout prendre soin des personnes qui vont nous aider à construire ce produit-là et à atteindre notre objectif. Je voudrais vraiment revenir sur ce que j'ai dit au début. Un code qui ne tourne pas ou un code qui n'est pas efficace, on peut le corriger. Une relation de confiance qui est rompue, c'est extrêmement difficile de la rétablir. Le principe du leadership ouvert, c'est de créer une communauté. Et pour ça, vous avez besoin de prendre soin des personnes de votre communauté avant de commencer à prendre soin de votre projet. J'ai fini, merci. Merci beaucoup, Timothée. Merci à toi, Barbara. Il reste quand même 6 petites minutes pour poser des questions à Timothée. Est-ce que dans le public, vous auriez des questions sur cette très belle et très instructive présentation? Moi, j'ai peut-être une question, peut-être pour commencer. Je voulais juste savoir si voilà, les outils que tu as proposés, enfin, que tu as présentés, par exemple, le code de conduite, est-ce que c'est quelque chose qui doit idéalement être comme construit ensemble avec la communauté ou bien la personne qui a le leadership ou les personnes qui ont le leadership proposent et qui doivent être validées? C'est une bonne question. En fait, il y en a qui sont des modèles de code de conduite. Il y en a beaucoup maintenant qui existent selon le type de projet. Si c'est un événement ou si c'est vraiment une communauté de pratique ou d'apprentissage ou si c'est un projet à long terme, ce n'est pas les mêmes approches. Euh, et ils ont été faits par des personnes dont l'activité principale, c'est de réfléchir à ça, en fait, des community organizers. Et la plupart du temps, il y a peu de travail d'adaptation à faire. Après, il se peut qu'il y ait des enjeux particuliers avec un projet qui font qu'on a besoin d'adapter. Et la question de qui va faire cette adaptation, ça dépend de plein de choses, en fait. Est-ce que si on travaille des données pour lesquelles il y a des enjeux éthiques, comme des données humaines, par exemple, on va avoir notre code de conduite d'un côté, mais aussi on va avoir des engagements légaux, si on a besoin d'approbation éthique. Ça, c'est une contrainte qui est d'un niveau supérieur. Et donc, on va toujours travailler à l'intérieur de cette contrainte-là. Si on a un accord de non-divulgation par rapport à quelque chose, on peut avoir un code de conduite, mais il y a aussi un framework autour dans lequel on travaille. Dans l'idéal, les valeurs, en fait, elles reflètent
ce qu'on aimerait que la communauté, elle soit. Est-ce qu'elles sont décidées par la communauté? Dans l'idéal, oui. Mais il y a des fois où quelqu'un qui a le plus de... La personne a le plus de leadership dans le projet peut dire, voilà où on va s'arrêter, cette discussion-là n'est pas discutable. Un exemple qui m'avait marqué, c'était quand on discutait du code de conduite sur la liste de diffusion d'un langage de programmation. Et puis, il y avait un contributeur qui revenait avec une question en disant, oui, mais la ligne, elle est où? C'est ça, est-ce que j'ai le droit de le dire? Ça, est-ce que j'ai le droit de le dire? Elle est où, la ligne? Et puis, il y a un des développeurs principaux qui lui a dit, écoutez, le message à l'ensemble de la communauté, si vous vous posez la question de où est la ligne, vous êtes beaucoup trop près, faites un pas en arrière. Et c'était un exemple de, on est prêt à accepter de l'input de l'ensemble de la communauté, mais au bout d'un moment, il y a des limites qu'on va se fixer et on n'opérera pas en dehors de ces limites. Donc, ça va vraiment dépendre de la dynamique qu'on cherche à établir. Et dans la pratique, c'est un petit peu des deux. D'accord, merci beaucoup. Barbara, tu as une question? Oui, tout d'abord, merci Timothée pour cette super présentation. J'ai une petite question juste pour prévenir, je n'étais pas là au début, donc peut-être que tu en as parlé, mais je l'ai pas, j'ai pas entendu. Est-ce qu'en fonction de la taille des communautés, il y a différents enjeux? Par exemple, parce qu'au départ, si tu n'as pas beaucoup de contributeurs, du coup, tu peux avoir du mal justement à ce que ça roule de façon indépendante, ou est-ce que si tu en as trop, il y a d'autres enjeux qui vont venir et que du coup, il y a des changements qui vont devoir être faits ou Ouais, en fait, j'ai tendance à dire que les principes de leadership, ça s'applique même quand on travaille tout seul, dans le sens où on a une ressource à laquelle il faut faire attention et c'est nous-mêmes. C'est facile de se cramer quand on travaille tout seul sur un projet. Et du coup, d'encadrer notre propre travail individuel, c'est extrêmement important. Quand on a peu de contributeurs, oui, c'est difficile, mais ce n'est pas nécessairement une mesure de succès ou d'échec du projet, le nombre de contributeurs. Il y a des choses où ça survit très bien avec des contributions potentielles. Avoir une augmentation du nombre de contributeurs ou d'utilisateurs, c'est beaucoup plus de travail, simplement parce que c'est plus de demandes, en fait. Si on parle de code, là, c'est plus de issues, c'est plus de pull requests à vérifier, c'est plus de gens qui veulent faire des nouvelles choses avec, des nouvelles fonctionnalités qu'ils aimeraient avoir. Et là, ce que ça demande, ce n'est pas forcément de changer les actions de leadership, autant que d'identifier qui dans la communauté est capable de commencer à faire du travail de leadership en plus, en fait. Puis, un des points qui est appréciable sur un projet, c'est de savoir que si on a une question, il y a plusieurs personnes à qui on peut la poser, en fait. Et encore une fois, c'est pour ça qu'il y a aussi une notion de temporalité dans le leadership, en disant, en ce moment, professionnellement, j'ai trop de choses à faire pour être impliqué activement dans cette communauté autour de ce projet-là. Et ce n'est pas moi qui vais faire des choses de leadership pendant les prochains 3 mois. Mais après, oui, je vais reprendre. Puis, pour se permettre de faire ça, il faut avoir une communauté avec des gens qui sont capables de se passer le bâton au cours du temps. Puis plus il y a d'utilisateurs, plus c'est important. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Timothée? N'hésitez pas à ouvrir votre micro puis poser votre question. Non, tout va bien. C'est que c'était extrêmement clair. Merci encore Timothée pour Merci, ce beau webinaire. J'espère que mon petit souci technique a fait que je vais quand même recevoir l'enregistrement intégral du webinaire. Et si c'est le cas, ce sera posté sur le YouTube d'Ivado très bientôt. Donc, je vous aurai un petit message de ma part vous mettant le lien pour pouvoir y accéder. Merci encore et puis bon après-midi à tous. Merci, bon après-midi.